Il est le monarque le plus puissant d'Europe, le souverain que toutes les cours craignent et admirent, celui dont le simple regard fait trembler les ambassadeurs. Mais chaque matin, avant même que le premier courtisan n'entre dans sa chambre, cet homme souffre. Personne ne doit le savoir, personne ne doit le voir. Car derrière les perruques, les dorures et les portraits triomphants se cache une vérité que Versailles a tout fait pour effacer. Louis XIV, le roi Soleil, a passé sa vie entière à endurer des traitements que vous n'infligeriez pas à votre pire ennemi. Des médecins qui croyaient le sauver, des instruments qu'on ose à peine décrire, et une volonté de faire pour que jamais la douleur ne se lise sur son visage. Ce soir, vous allez découvrir ce que les manuels d'histoire n'ont jamais osé vous montrer. Le corps martyrisé de l'homme le plus glorieux de France. Avant de plonger dans cette histoire, dites-moi en commentaire depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Et si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire de France, celles qu'on ne trouve pas dans les livres scolaires, abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer. L'histoire commence. Versailles, 685. Le soleil n'est pas encore levé sur le plus grand palais d'Europe. Dans les couloirs glacés, des valets s'activent en silence. Ils portent des bassines d'eau chaude, des linges propres, des flacons aux odeurs âcres. Car dans quelques minutes, le rituel le plus codifié du royaume va commencer, le lever du roi. Dans l'antichambre, une centaine de courtisans attendent déjà. Ils ont quitté leurs appartements avant l'aube, enfilé leurs plus beaux habits, ajusté leurs perruques avec soin. Être présent au lever du roi est un honneur suprême. Ceux qui y assistent peuvent espérer une faveur, un regard, peut-être même un mot du souverain. Alors ils patientent, debout, dans le froid du petit matin. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que de l'autre côté de cette porte, avant même qu'il ne soit autorisé à entrer, Louis XIV a déjà subi son premier traitement de la journée, un lavement. Chaque matin, ou presque, le roi Soleil commence sa journée par une purge intestinale. Un valet introduit un tube dans son corps et injecte un liquide tiède, censé nettoyer ses entrailles. Louis XIV reste allongé, immobile, le temps que le traitement fasse effet. Puis il se lève, fait ses besoins dans une chaise percée, et seulement après, le cérémonial peut commencer. Cela vous choque. Mais pour les médecins du XVIIe siècle, c'est la routine. Ils croient dur comme fer à la théorie des humeurs héritée des médecins grecs Hippocrate et Galien. Selon cette doctrine, le corps humain est gouverné par 4 liquides. Le sang, la bile jaune, la bile noire et le flegme. Quand ces humeurs sont en équilibre, l'homme est en bonne santé. Quand elles se déséquilibrent, la maladie s'installe. Et comment rétablir l'équilibre? En évacuant le surplus. Par tous les moyens possibles. C'est ainsi que Louis XIV, tout au long de sa vie, a subi des milliers de lavements. Les historiens estiment qu'il en a reçu près de 2000 par an à certaines périodes. 2000. Cela représente plus de 5 lavements par jour en moyenne. Un chiffre qui dépasse l'entendement. Mais ce n'est pas tout. Au lavement s'ajoutent les saignées. Régulièrement, les médecins du roi lui ouvrent une veine du bras ou du pied pour évacuer le sang qu'ils jugent corrompu. Ils utilisent une lancette, un petit instrument tranchant, et laissent couler le liquide rouge dans un récipient. Parfois quelques cuillères, parfois plusieurs centaines de millilitres. Louis XIV a été saigné des dizaines de fois chaque année pendant des décennies. Et puis, il y a les potions. Des décoctions amères à base de plantes, de racines, parfois de substances toxiques comme l'antimoine. Le roi doit les avaler sans broncher, même quand elles lui retournent l'estomac. Ces médecins sont convaincus que ces breuvages chassent les mauvaises humeurs. En réalité, ils l'empoisonnent à petit feu. Comment savons-nous tout cela avec une telle précision? Grâce à un document exceptionnel, le journal de la santé du roi. Ce journal a été tenu par les premiers médecins de Louis XIV pendant plus de 60 ans, de 647 à 1711. D'abord par Antoine Vallot, puis par Antoine d'Aquin, et enfin par Guy Crescent-Fagon. Chaque jour, ces hommes ont consigné avec une minutie obsessionnelle tout ce qui concernait le corps du souverain. Ses maux de tête, ses indigestions, ses fièvres, ses selles, ses urines, ses humeurs. Rien n'échappe à leurs plumes. Ce document, conservé aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France, est une fenêtre unique sur l'intimité la plus secrète du roi Soleil. Et ce qu'il révèle est stupéfiant. Louis XIV n'a presque jamais connu un seul jour sans douleur, un seul jour sans traitement, un seul jour de paix dans son propre corps. Mais pour comprendre pourquoi le roi a passé sa vie à souffrir, il faut remonter au commencement.
À sa naissance même, nous sommes le 5 septembre 1638, au château de Saint-Germain-en-Laye. Après 23 ans de mariage stérile, la reine Anne d'Autriche donne enfin un héritier à Louis XIII. L'enfant est baptisé Louis Dieudonné. Louis donné par Dieu. Un nom qui dit tout de l'attente et de l'espoir qu'il porte sur ses frêles épaules. Car le petit Louis est un enfant fragile. Les témoignages de l'époque le décrivent comme chétif, souvent malade, sujet aux fièvres et au rhume. Sa mère, terrifiée à l'idée de perdre ce fils miraculeux, le couvre avec une attention maladive. Elle appelle les médecins aux moindres symptômes. Et les médecins, fidèles à leurs croyances, purgeant et saignent le petit prince, comme ils purgent et saignent tous leurs patients. À 9 ans, en 1647, Louis contracte la variole. Cette maladie terrible emporte des milliers d'enfants chaque année. Pendant plusieurs jours, la fièvre le dévore. Son corps se couvre de pustules. La cour retient son souffle. Si l'enfant meurt, la dynastie s'effondre. Mais Louis survit. Par miracle, disent les uns, grâce aux prières, affirment les autres. En réalité, son jeune organisme a simplement été plus fort que le virus. Mais la variole a laissé des traces. Le visage du futur roi Soleil reste marqué par de légères cicatrices que les portraitistes officiels ne montreront jamais. Toute sa vie, Louis XIV utilisera des fards et des poudres pour dissimuler ses imperfections. Le masque de la majesté commence déjà à se construire. Puis vient 1658. Louis a 20 ans. Il est jeune, vigoureux, passionné de chasse et de danse. Mais lors d'un séjour à Calais, une fièvre brutale le terrasse. Les médecins diagnostiquent une fièvre typhoïde. Pendant plusieurs jours, le jeune roi oscille entre la vie et la mort. On le purge violemment. On le saigne jusqu'à l'épuisement. On lui administre de l'antimoine, un vomitif si puissant qu'il provoque des convulsions. Louis survit une nouvelle fois. Mais les historiens de la médecine sont formels. Ces traitements de choc, administrés sur un organisme déjà affaibli par la maladie, ont probablement causé des dommages irréversibles. Les saignées répétées ont provoqué une anémie chronique dont le roi ne se remettra jamais totalement. Les purges ont déséquilibré sa flore intestinale pour le reste de sa vie. À 20 ans, sans le savoir, Louis XIV porte déjà en lui les germes de toutes ses souffrances futures. Et pourtant, quand il sort de cette épreuve, personne ne voit sa fragilité. Les courtisans admirent sa prestance. Les ambassadeurs louent sa majesté. Les peintres immortalisent son regard perçant et son port altier. Le roi Soleil est né, et il va régner pendant plus d'un demi-siècle. Mais dans l'ombre de cette gloire, un calvaire silencieux a commencé. Un calvaire qui va bientôt prendre une forme terrifiante. Car si Louis XIV a survécu à la variole et à la fièvre typhoïde, c'est une autre partie de son corps qui va devenir son supplice quotidien. Sa bouche, nous sommes maintenant en 1685. Louis XIV a 47 ans. Il est au sommet de sa puissance. Versailles est achevé dans toute sa splendeur. La galerie des glaces éblouit les visiteurs du monde entier. L'armée française est la plus redoutée d'Europe. Et le roi Soleil incarne à lui seul la grandeur du royaume. Mais chaque soir, quand les courtisans se retirent et que les chandelles s'éteignent une à une, Louis XIV se retrouve seul avec sa douleur. Une douleur lancinante, permanente, qui ne le quitte plus depuis des années. Une douleur qui vient de sa bouche. Le roi a les dents pourries. Ce n'est pas une exagération, ce n'est pas une image. C'est la réalité crue que le journal de la santé du roi décrit avec une précision clinique. Depuis des années, les dents de Louis XIV se carient les unes après les autres. Les caries creusent l'émail, atteignent la pulpe, provoquent des infections. Des abcès se forment dans ses gencives, gonflent, suppurent, éclatent parfois dans sa bouche. La douleur est si intense que certains jours, le roi peut à peine manger. Comment en est-on arrivé là? Les raisons sont multiples. D'abord, l'hygiène dentaire du XVIIe siècle est quasi inexistante. On ne se brosse pas les dents au sens moderne du terme. On se frotte parfois la bouche avec un linge, on mâche des herbes aromatiques pour masquer la mauvaise haleine, mais rien de plus. Les caries sont considérées comme une fatalité, un mal inévitable que même les rois ne peuvent éviter. Ensuite, il y a l'alimentation. Louis XIV est un mangeur gargantuesque. Les témoins de l'époque racontent avec stupéfaction les quantités de nourriture qu'il engloutit à chaque repas. 4 assiettes de soupe différentes,
un faisan entier, une perdrix, une grande salade, du mouton au jus, 2 tranches de jambon, des pâtisseries, et tout cela arrosé de vin sucré et de liqueur. Cette alimentation riche en sucre et en acide est un désastre pour ses dents. Mais personne à l'époque ne fait le lien entre ce qu'on mange et la santé de sa bouche. Pendant des années, les médecins ont tenté de soulager le roi avec des remèdes dérisoires, des bains de bouche à base de plantes, des onguents appliqués sur les gencives, des clous de girofle à mâcher pour engourdir la douleur. Rien n'y fait. Les infections s'aggravent, les abcès se multiplient et les médecins finissent par prendre une décision radicale. Il faut arracher les dents malades. En 1685, les chirurgiens du roi commencent leur œuvre. Une à une, ils extraient les dents de la mâchoire supérieure de Louis XIV, sans anesthésie bien sûr. L'anesthésie n'existe pas. Le roi doit endurer chaque extraction en pleine conscience, sentir la pince qui agrippe sa dent, la torsion qui la déracine, le craquement quand elle cède enfin. Mais le pire n'est pas là. Le pire, c'est ce qui se passe après les extractions. Les chirurgiens de l'époque ne maîtrisent pas les gestes délicats de la dentisterie. Leurs instruments sont grossiers, leur technique brutale. En arrachant les dents du roi, ils arrachent aussi des morceaux de gencives, des fragments d'os, et surtout, ils perforent le palais. Vous avez bien compris. En voulant extraire les dents de Louis XIV, les chirurgiens ont créé un trou entre sa bouche et sa cavité nasale. Une communication anormale, une brèche qui ne devrait pas exister. Et cette brèche, il faut la refermer. Comment ? Avec la seule méthode que connaissent les chirurgiens du grand siècle. Du scourin droite méthode notable, la cautérisation au fer rouge. Le journal de la santé du roi nous donne les détails de cette torture. Les chirurgiens ont dû cautériser la plaie 14 fois. 14 fois, ils ont approché un fer chauffé à blanc de la bouche du roi. 14 fois, ils ont appliqué ce métal brûlant sur la chair vive pour brûler les tissus et refermer la perforation. 14 fois, Louis XIV a senti l'odeur de sa propre chair qui grille, entendu le grésillement du fer sur sa peau, enduré une douleur que nous peinons à imaginer. Et malgré tout cela, la brèche ne s'est jamais complètement refermée. La princesse Palatine, belle-sœur du roi et épouse de son frère Philippe d'Orléans, est connue pour la franchise brutale de ses lettres. Elle ne mâche pas ses mots, même quand il s'agit de la famille royale. Et dans une de ses correspondances, elle décrit sans détour les conséquences des opérations dentaires du roi. Elle écrit que Louis XIV n'a plus une seule dent à la mâchoire supérieure et que quand il boit, le liquide lui ressort quelquefois par le nez. Imaginez la scène. Le monarque le plus puissant d'Europe, celui devant qui les ambassadeurs se prosternent et les princes tremblent, ne peut plus boire normalement. À chaque gorgée, il risque que le vin ou l'eau lui remonte dans les narines et coule sur son visage. Il doit manger lentement, prudemment, en évitant certains aliments qui risquent de passer par cette brèche maudite. Et pourtant, personne ne doit savoir. C'est là que réside le prodige de Louis XIV. Chaque jour, malgré cette infirmité humiliante, il préside le Conseil des ministres. Il reçoit les ambassadeurs étrangers. Il assiste aux cérémonies officielles. Il mange en public, car c'est la tradition. Le repas du roi est un spectacle que les courtisans viennent observer comme on assiste à une représentation théâtrale. Et Louis XIV joue son rôle à la perfection. Il mange avec dignité, boit avec mesure, ne laisse jamais paraître la moindre gêne. La majesté est son armure, l'étiquette est son bouclier. Derrière ce masque de grandeur, l'homme souffre, mais le roi, lui, reste impassible. Les années qui suivent les extractions dentaires sont marquées par des complications incessantes, des infections récurrentes dans la bouche, des douleurs aux gencives, des difficultés à mâcher qui aggravent ses problèmes digestifs. Car un homme qui ne peut plus mastiquer correctement ses aliments les avale en morceaux trop gros, ce qui fatigue son estomac et ses intestins. Les maux de ventre du roi, déjà aggravés par les purges incessantes, deviennent chroniques. Mais Louis XIV ne se plaint jamais. Pas une fois dans les témoignages de l'époque, on ne trouve une plainte sortie de sa bouche. Il a intégré depuis l'enfance que le corps du roi n'appartient pas à l'homme, mais à l'État. Que la souffrance royale doit rester invisible. Que montrer sa faiblesse, c'est affaiblir le royaume tout entier. Alors il souffre en silence, jour après jour, année après année. Et ce silence, cette maîtrise absolue de lui-même,
va bientôt être mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Car en 1686, une nouvelle douleur apparaît. Une douleur encore plus intime, encore plus humiliante que toutes les autres. Une douleur qui va obliger le roi à affronter le bistouri d'un chirurgien dans une opération que personne, à l'époque, ne pensait survivable. Janvier 2686. L'hiver est rude à Versailles. Dans les couloirs du palais, on chuchote. Quelque chose ne va pas. Le roi n'est plus le même. Lui qui montait à cheval presque chaque jour, lui qui parcourait les jardins à grandes enjambées pour inspecter les travaux, lui qui chassait pendant des heures dans les forêts environnantes, semble soudain ralenti. Il marche avec précaution. Il évite de s'asseoir trop longtemps. Et quand il se lève de son fauteuil, ceux qui l'observent attentivement peuvent percevoir une grimace fugace sur son visage. Louis XIV souffre d'un mal qu'il n'ose avouer à personne, un mal intime, humiliant, qui touche la partie la plus basse de son corps. Une grosseur s'est formée près de son anus. Au début, ce n'était qu'une gêne légère, une irritation qu'il espérait voir disparaître d'elle-même. Mais les semaines ont passé et la grosseur a grandi. Elle s'est transformée en un canal infecté qui suppure, qui saigne, qui l'empêche de vivre normalement. Les médecins ont un nom pour cette affliction, une fistule anale. Pour comprendre ce qu'est une fistule, il faut imaginer un tunnel anormal qui se creuse dans la chair entre l'intérieur du rectum et la peau extérieure. Ce tunnel s'infecte, se remplit de pus, provoque des douleurs lancinantes à chaque mouvement. S'asseoir devient un supplice. Monter à cheval est impossible. Même marcher normalement cause des souffrances. Et voilà le roi Soleil, le souverain le plus puissant d'Europe, celui qui incarne la virilité et la force, réduit à souffrir en silence d'une maladie que l'on ose à peine nommer. Car dans la France du XVIIe siècle, tout ce qui touche aux parties basses du corps est frappé d'un tabou absolu. On n'en parle pas, on ne l'évoque pas. Et surtout, on ne doit jamais savoir que le roi lui-même peut être touché par un mal aussi trivial, aussi vulgaire. Les médecins de la cour tentent d'abord des traitements conservateurs. Ils appliquent des cataplasmes sur la zone infectée, des onguents à base de plantes censées réduire l'inflammation. Ils prescrivent des bains de siège dans des eaux tièdes additionnées d'herbes médicinales. Ils multiplient les lavements, persuadés que purger les intestins aidera à guérir la fistule. Mais rien n'y fait. L'infection persiste. Le canal continue de suppurer. La douleur ne diminue pas. Les semaines passent, puis les mois, et la fistule s'aggrave. Le roi ne peut plus cacher sa souffrance. Il doit renoncer à certaines activités. Il ne monte plus à cheval, il évite les longues cérémonies où il faudrait rester debout pendant des heures. Les courtisans les plus perspicaces commencent à remarquer que quelque chose ne va pas. Les rumeurs se répandent dans les couloirs de Versailles. On murmure que le roi est malade, on spécule sur la nature de son mal. Et ces rumeurs, inévitablement, finissent par franchir les frontières du royaume. C'est là que la maladie du roi devient une affaire d'État. Louvois, le puissant ministre de la guerre, est le premier à comprendre le danger. Si les ennemis de la France apprennent que Louis XIV est affaibli, ils pourraient en profiter. L'Espagne, l'Empire des Habsbourg, les Provinces-Unies, l'Angleterre. Tous ces pays guettent le moindre signe de faiblesse du royaume français. Une maladie du roi pourrait les encourager à attaquer, à rompre les traités, à fomenter des complots. La santé du souverain n'est pas une affaire privée. Elle est un enjeu stratégique de première importance. Les médecins et les ministres se réunissent en secret. Ils examinent toutes les options. Et ils arrivent à une conclusion qui les terrifie tous. Il n'y a qu'une seule solution pour guérir le roi. Il faut opérer. L'opération de la fistule anale est connue des chirurgiens de l'époque. Elle consiste à ouvrir le canal infecté avec un bistouri, à gratter les tissus malades, à nettoyer la plaie pour permettre une cicatrisation saine. Sur le papier, la procédure semble simple, mais dans la réalité, elle est extrêmement dangereuse. Beaucoup de patients meurent sur la table d'opération, d'hémorragie ou de choc. D'autres survivent à l'intervention mais succombent dans les jours suivants à des infections foudroyantes. L'opération de la fistule, au XVIIe siècle, est un pari avec la mort. Et voilà qu'on propose de faire subir ce pari au roi de France. La décision est prise dans le plus grand secret. Louis XIV lui-même donne son accord. Il sait les risques.
Il sait qu'il pourrait mourir sous le bistouri, mais il sait aussi qu'il ne peut pas continuer à vivre ainsi, diminué, souffrant, incapable d'assumer pleinement son rôle de souverain. Il préfère risquer sa vie que de régner en roi diminué. Reste à trouver le chirurgien capable de réussir cette opération. Le choix se porte sur Charles-François Félix, premier chirurgien du roi. Félix est un homme compétent, respecté dans sa profession. Mais il y a un problème. Il n'a jamais pratiqué l'opération de la fistule, pas une seule fois. Il en connaît la théorie, il a lu les traités qui la décrivent, mais ses mains n'ont jamais accompli ce geste précis sur un patient vivant. Et c'est là que commence l'un des épisodes les plus troublants de l'histoire médicale française. Félix demande du temps. Il ne veut pas opérer le roi sans être certain de maîtriser parfaitement son geste. On lui accorde 6 mois. 6 mois pour se préparer, 6 mois pour s'entraîner. Mais s'entraîner sur qui? Il lui faut des patients atteints de fistules anales, des corps sur lesquels perfectionner sa technique avant de toucher au corps sacré du souverain. Pendant les mois qui suivent, Félix parcourt les hôpitaux de Paris. Il cherche des malades, souffrant de fistules. Il les trouve dans les salles communes où s'entassent les indigents, les mendiants, les miséreux, que personne ne réclamera. Ces hommes et ces femmes, sans nom, sans famille, sans importance aux yeux du monde, vont devenir les cobayes du chirurgien du roi. Les historiens ont tenté de reconstituer ce qui s'est passé pendant ces 6 mois d'entraînement. Les chiffres varient selon les sources, mais on estime que Félix a opéré entre 75 et plus d'une centaine de patients. Certains ont survécu, d'autres sont morts sous son bistouri, victimes d'hémorragies incontrôlables ou d'infections fulgurantes. Leurs noms n'apparaissent dans aucune archive officielle. L'histoire ne les a pas retenus. Ils ont été sacrifiés pour que le roi vive. Savait-il ce qu'il risquait? Certains ont peut-être été recrutés avec la promesse d'un traitement gratuit, d'une guérison possible. D'autres ont peut-être été opérés sans vraiment comprendre qu'ils servaient de terrain d'exercice pour une opération royale. Nous ne le saurons jamais. Ce que nous savons, c'est que sans leur sacrifice, volontaire ou non, Louis XIV serait peut-être mort en 1685. Pendant ces mois d'entraînement, Félix ne se contente pas de perfectionner son geste. Il invente aussi un nouvel instrument, spécialement conçu pour l'opération qu'il prépare. Un bistouri à la lame courbe, adapté à l'anatomie particulière de la fistule, permettant d'inciser avec précision sans risquer de perforer les tissus environnants. Cet instrument sera plus tard baptisé le bistouri à la royale, en hommage à l'opération qu'il a vu naître. En novembre 3686, Félix est enfin prêt. Il a opéré des dizaines de patients. Il a affiné sa technique. Il a forgé son instrument. Le moment est venu d'affronter l'épreuve suprême. Le moment est venu d'opérer le roi de France. Le 18 novembre 1696. Il est 7 heures du matin. Versailles dort encore. Dans les appartements des courtisans, les rideaux sont tirés, les chandelles éteintes. Personne ne sait ce qui va se passer dans les prochaines heures. Personne, sauf une poignée d'initiés qui ont été convoqués dans le plus grand secret. Dans la chambre du roi, Louis XIV est déjà éveillé. Il n'a probablement pas dormi de la nuit. Comment dormir quand on sait que dans quelques heures, un homme va vous enfoncer une lame dans le corps? Comment trouver le sommeil quand on sait que cette journée pourrait être la dernière de votre vie? Le roi est allongé dans son lit immense, les yeux ouverts dans la pénombre, attendant que le moment arrive. Autour de lui, les préparatifs s'organisent en silence. Les valets ont reçu des instructions strictes. Aucun courtisan ne doit être admis dans l'antichambre ce matin. Le cérémonial du lever est annulé, prétextant une indisposition passagère du souverain. Ceux qui se présenteront seront poliment éconduits. Le roi a besoin de repos, leur dira-t-on. Il les recevra demain. Vers 7h30, les personnes autorisées commencent à entrer dans la chambre. Elles sont peu nombreuses. Madame de Maintenon, l'épouse secrète du roi, celle qui partage sa vie depuis des années dans une union que l'Église a bénie, mais que la cour ignore officiellement. Le père de la Chaise, confesseur de Louis XIV, qui a entendu ses péchés et qui va maintenant prier pour son salut. Louvois, le ministre de la guerre, dont la présence rappelle que cette opération est aussi une affaire d'État. Et puis les médecins, Fagon, Daquin, les premiers médecins du roi, qui vont assister à l'intervention sans y participer directement, car ce n'est pas leur rôle. En ce temps-là, les médecins sont des savants qui diagnostiquent et prescrivent. Les chirurgiens sont des artisans qui coupent et recousent.
Les deux professions ne se mélangent pas. Et enfin, Charles-François Félix entre dans la chambre. Il porte avec lui une trousse de cuir contenant ses instruments. Le bistouri courbe qu'il a forgé spécialement pour cette opération. Des pinces pour écarter les chairs. Des compresses pour éponger le sang. Du fil pour les ligatures si nécessaire. Tout est prêt. 6 mois de préparation aboutissent à cet instant précis. On installe le roi sur le bord de son lit. Louis XIV doit se mettre dans une position humiliante, les jambes relevées, le corps exposé au regard de tous les présents. Lui qui est habitué à dominer, à surplomber, à incarner la majesté, se retrouve soudain vulnérable, offert au bistouri d'un chirurgien. Mais son visage ne trahit aucune émotion. Il a passé toute sa vie à maîtriser ses expressions. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va faillir. Madame de Maintenon s'approche et prend la main du roi. Elle ne dit rien. Elle n'a pas besoin de parler. Sa présence suffit. Le père de la chaise commence à murmurer des prières à voix basse. Les mots latins emplissent la chambre comme un bourdonnement sourd. Louvois se tient en retrait, le visage fermé, conscient que les prochaines minutes vont décider du destin de la France. À 8 heures, Félix commence. Il écarte d'abord les chairs pour exposer la fistule. Le canal infecté est là, visible, suppurant, creusé dans la chair du roi, comme un tunnel maudit. Félix prend son bistouri courbe et commence à inciser. La lame pénètre dans les tissus vivants. Le sang coule immédiatement, rouge, sombre, abondant. Les compresses s'imbibent en quelques secondes. Les assistants les changent aussi vite qu'ils peuvent. Louis XIV ne crie pas. C'est peut-être le détail le plus extraordinaire de toute cette opération. Alors qu'un homme lui découpe les chairs à vif, sans aucune anesthésie, sans aucun moyen d'atténuer la douleur, le roi reste silencieux. Selon les témoins présents dans la chambre, il murmure simplement, à plusieurs reprises, les mêmes mots. « Mon Dieu, mon Dieu ». Une prière ou une plainte, probablement les deux à la fois. Mais jamais un cri, jamais un hurlement, jamais une supplication pour que cela s'arrête. Félix travaille avec méthode. Il incise le canal de la fistule sur toute sa longueur. Il gratte les tissus infectés, retire les chairs nécrosées, nettoie la plaie aussi profondément qu'il le peut. Chaque geste provoque une nouvelle vague de douleur. Chaque coup de bistouri est une torture. Et le roi endure tout cela les yeux ouverts, pleinement conscient de ce qu'on lui fait. L'opération dure près de 3 heures. 3 heures pendant lesquelles Louis XIV reste immobile sur son lit, les chairs ouvertes, le sang qui coule, la douleur qui pulse à chaque battement de son cœur. 3 heures pendant lesquelles Félix s'acharne sur la fistule, recommence certains gestes, nettoie encore et encore pour s'assurer que toute l'infection est éliminée. 3 heures qui doivent sembler une éternité. Quand Félix pose enfin ses instruments, la chambre est silencieuse. On panse la plaie avec des compresses propres. On allonge le roi sur le ventre pour éviter toute pression sur la zone opérée. Et on attend. On attend de voir si le roi va survivre. On attend de voir si l'hémorragie va s'arrêter. On attend de voir si l'infection ne va pas emporter ce que le bistouri a épargné. Les premiers jours sont critiques. Louis XIV reste alité, incapable de bouger, souffrant le martyre à chaque changement de position. Les médecins surveillent la plaie avec anxiété. Ils guettent les signes d'infection, les rougeurs suspectes, les fièvres annonciatrices de complications. Mais les jours passent et le roi tient bon. 2 semaines après l'opération, Félix doit intervenir à nouveau. La plaie ne cicatrise pas correctement. Certains tissus restent infectés. Il faut rouvrir, nettoyer encore, cautériser. Louis XIV subit une 2e intervention, puis une 3e. À chaque fois, il endure sans se plaindre. À chaque fois, il montre ce courage surhumain qui force l'admiration de tous ceux qui l'entourent. Le marquis de Sourches, qui tient une chronique quotidienne de la vie à Versailles, note dans ses mémoires son étonnement face à la constance du roi. Il écrit que Louis XIV a souffert cette opération avec une fermeté admirable, sans proférer la moindre plainte, ce qui a surpris tous ceux qui étaient présents. Ce témoignage d'un contemporain nous montre à quel point le comportement du roi a impressionné son entourage. En décembre 1686, quelques semaines après l'opération, Louis XIV est guéri. La fistule a disparu. La plaie s'est refermée. Le roi peut à nouveau s'asseoir, marcher, monter à cheval. L'opération est un succès total. Félix est couvert d'honneur.
Le roi lui offre une somme colossale et des terres qui font de lui un homme riche. Il est anobli, élevé au rang de seigneur. Son nom entre dans l'histoire comme celui du chirurgien qui a sauvé le roi Soleil. Mais c'est peut-être la réaction de la cour qui est la plus stupéfiante. Dans les semaines qui suivent l'opération royale, une mode étrange s'empare de Versailles. Tout le monde veut soudain se faire opérer de la fistule. Des courtisans qui n'ont jamais souffert du moindre mal se présentent chez des chirurgiens en prétendant être atteints. Certains exhibent de fausses cicatrices pour paraître courageux. Souffrir comme le roi est devenu un signe de distinction. La fistule, cette maladie honteuse dont on n'osait pas parler quelques mois plus tôt, est soudain à la mode. Cette anecdote en dit long sur la fascination qu'exerce Louis XIV sur son époque. Tout ce que le roi fait devient désirable. Tout ce que le roi subit devient honorable. Même la maladie, même la souffrance, même l'humiliation d'une opération intime deviennent des objets d'envie quand elles touchent le corps sacré du souverain. L'opération de la fistule a été un succès. Louis XIV a survécu. Il a vaincu une épreuve que beaucoup pensaient insurmontable. Mais cette victoire ne marque pas la fin de ses souffrances. Elle n'est qu'une étape dans un calvaire qui va se poursuivre pendant près de 30 ans encore. Car après 1686, le corps du roi continue de se dégrader, lentement, inexorablement, comme une forteresse qui s'effrite pierre après pierre. Les années passent et chaque année apporte son lot de nouvelles douleurs, de nouvelles humiliations, de nouveaux combats silencieux contre la maladie. La goutte devient son tourment quotidien. Cette maladie inflammatoire qui fait enfler les articulations et provoque des douleurs fulgurantes s'installe progressivement dans son corps. Ses pieds sont les premiers touchés. Certains matins, Louis XIV ne peut tout simplement pas poser le pied par terre. La douleur est trop intense. Ses orteils sont gonflés, rouges, brûlants au moindre contact. Il doit rester allongé pendant des heures, attendant que la crise passe. Puis la goutte remonte dans ses chevilles, ses genoux, ses mains. Le roi qui dansait autrefois, avec grâce dans les ballets de cour, peut à peine marcher certains jours. Les médecins continuent leur traitement, toujours les mêmes. Les saignées pour évacuer le sang corrompu, les purges pour nettoyer les entrailles, les potions amères censées rééquilibrer les humeurs, ils sont convaincus de bien faire. Ils appliquent scrupuleusement les préceptes de leur art, mais chaque traitement affaiblit un peu plus le roi. Chaque saignée aggrave son anémie. Chaque purge déséquilibre davantage son organisme. Sans le savoir, les médecins de Louis XIV le tuent à petit feu en essayant de le guérir. Les vertiges apparaissent dans les dernières années du règne. Le roi est pris de malaise soudain, d'étourdissement qui l'obligent à s'asseoir précipitamment. Parfois, il s'évanouit brièvement, perdant conscience pendant quelques secondes avant de revenir à lui. Les médecins parlent de vapeur qui monte à la tête. Nous parlerions aujourd'hui d'hypertension, de troubles circulatoires, de conséquences probables des saignées répétées qui ont appauvri son sang pendant des décennies. Et puis il y a les deuils, car le corps n'est pas seul à souffrir. L'âme aussi est mise à l'épreuve. Entre 1711 et 1714, Louis XIV voit mourir presque tous ses héritiers. Son fils unique, le grand dauphin, emporté par la variole. Son petit-fils, le duc de Bourgogne, terrassé par une fièvre mystérieuse, l'épouse de ce petit-fils morte quelques jours avant lui. Leur fils aîné, le duc de Bretagne, disparut à son tour. En l'espace de 3 ans, 4 générations sont fauchées. Louis XIV, qui a régné si longtemps, se retrouve seul, survivant improbable au milieu d'un cimetière familial. Son héritier est désormais un enfant de 5 ans. Son arrière-petit-fils, le futur Louis XV, un garçon fragile que le roi regarde avec un mélange de tendresse et d'angoisse. Si cet enfant meurt, la dynastie s'éteint. Tout ce pourquoi Louis XIV a lutté, tout ce qu'il a construit s'effondra. Malgré tout cela, le roi continue de régner. Il préside encore le conseil, même quand il doit être porté sur une chaise pour s'y rendre. Il reçoit encore les ambassadeurs, même quand la douleur déforme ses traits. Il incarne encore la majesté royale, même quand son corps n'est plus qu'une ruine. La volonté supplée à la chair défaillante. Le devoir transcende la souffrance. Saint-Simon, le mémorialiste impitoyable qui a décrit avec une plume acérée les ridicules et les faiblesses de Versailles, ne peut s'empêcher d'admirer cette constance.
Il écrit que le roi avait appris à souffrir sans que rien ne parût sur son visage, et que c'était une victoire de tous les instants sur lui-même. Venant d'un homme qui n'aimait pas Louis XIV, ce compliment a une valeur particulière. Même ses ennemis reconnaissaient son courage. 2014. Louis XIV a 76 ans. C'est un âge extraordinaire pour l'époque, où l'espérance de vie dépasse rarement 50 ans. Mais ce miracle de longévité touche à sa fin. Depuis quelques semaines, une nouvelle douleur est apparue. Sa jambe gauche le fait souffrir atrocement. Et quand les médecins examinent le membre, ils découvrent avec horreur ce qu'ils redoutaient. La peau noircie, la gangrène s'est installée. Les traitements habituels sont tentés une dernière fois. Cataplasme, onguent, saignée. Un charlatan se présente même au palais avec un élixir miraculeux qu'il prétend capable de guérir tous les maux. Louis XIV, par désespoir plus que par conviction, accepte de boire cette potion. Elle ne fait qu'aggraver son état. La gangrène progresse inexorablement, remontant le long de la jambe comme une marée noire. Le 1er septembre 1715 au matin, Louis XIV sait qu'il va mourir. Il a reçu les derniers sacrements. Il a fait ses adieux à sa famille, à ses ministres, à ses serviteurs. Il a donné ses dernières instructions pour le gouvernement du royaume, et dans un moment de lucidité bouleversant, il a fait venir à son chevet son arrière-petit-fils, ce petit garçon de 5 ans, qui va devenir Louis XV. Les mots qu'il lui adresse ce jour-là ont traversé les siècles. Il lui dit de ne pas l'imiter dans le goût qu'il a eu pour les bâtiments, ni dans celui qu'il a eu pour la guerre. Il lui demande de tâcher de soulager ses peuples, ce que lui-même a été assez malheureux pour ne pouvoir faire. Ces paroles sont peut-être les plus sincères que Louis XIV ait jamais prononcées. À l'heure de la mort, le masque tombe enfin. Le roi Soleil reconnaît ses erreurs, ses excès, ses échecs. Il demande pardon sans le dire vraiment. Le 1er septembre 1715, à 8h15 du matin, Louis XIV rend son dernier souffle. Son règne de 72 ans, le plus long de l'histoire de France, s'achève. Le soleil s'est couché. L'autopsie pratiquée sur son corps révèle l'étendue des ravages. Les intestins sont atrophiés par des décennies de purges incessantes. L'estomac est dilaté, déformé par les troubles digestifs chroniques et une alimentation déséquilibrée. Le cœur est hypertrophié, usé par des années d'efforts pour compenser les saignées qui avaient appauvri son sang. Le corps du roi Soleil était depuis longtemps un champ de ruines. Le miracle n'est pas qu'il soit mort. Le miracle est qu'il ait vécu si longtemps. Que nous apprend cette histoire ? Elle nous apprend d'abord l'humilité face à la médecine. Les médecins de Louis XIV étaient sincères. Ils croyaient bien faire. Ils appliquaient les meilleures connaissances de leur temps. Mais ces connaissances étaient fausses, fondées sur des théories erronées héritées de l'Antiquité. En voulant guérir le roi, ils l'ont torturé pendant toute sa vie. Cette leçon devrait nous rendre modestes face à nos propres certitudes médicales. Dans 3 siècles, nos descendants regarderont peut-être nos traitements actuels avec le même effroi que nous regardons les saignées du grand siècle. Mais cette histoire nous apprend aussi quelque chose sur le courage humain. Louis XIV a souffert pendant plus de 50 ans sans jamais se plaindre en public. Il a transformé son corps martyrisé en instrument de pouvoir. Il a incarné la majesté royale avec une discipline de fer, jour après jour, malgré les douleurs, malgré les humiliations, malgré la déchéance de sa propre chair. Ce n'était peut-être pas de la grandeur au sens où nous l'entendons aujourd'hui, mais c'était une forme de courage que nous ne pouvons qu'admirer. Derrière chaque portrait officiel, derrière chaque statue équestre, il y a un homme. Et cet homme souffre, doute, vieillit, meurt. Louis XIV l'a compris mieux que quiconque. Il savait que le corps du roi appartient à l'État. Il savait que la douleur doit être cachée. Il savait que la faiblesse est interdite. Alors il a souffert en silence pendant toute sa vie, pour que jamais le soleil ne semble faiblir. Le roi Soleil était un roi malade, mais il est mort en roi.